Quand on parle de nos institutions, on parle entre autres du système de justice, des médias et du gouvernement. Mais qu'arrive-t-il quand on se met à douter de la légitimité de ces piliers de notre société? C'est notre sujet du jour, aujourd'hui, à Repenser le monde. Bonjour à tous. Aujourd'hui, une émission sur un sujet toujours d'actualité. On s'intéresse à la perte de confiance envers nos institutions avec nos invités que je vous présente à l'instant. Claire Durand, professeure au département de sociologie de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Jeff Yates, journaliste à l'émission Les Décrypteurs de Radio-Canada et spécialiste de la désinformation. Bonjour. Bonjour. Rémi Quirillon, scientifique en chef du Québec. Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous êtes le premier aussi, d'ailleurs. Eh oui. Bon, il n'y en aura jamais un autre que vous. Un autre premier, cela dit. Et Normand Baillargeon, mon acolyte, notre philosophe en résidence, auteur, professeur et toute autre tâche connexe. Bonjour. Alors, on commence ça tout de suite avec une petite mise en contexte. La confiance envers les institutions est essentielle pour le bon fonctionnement de la démocratie. Cette confiance est au cœur de la légitimité des partis politiques, des lieux d'enseignement et de recherche et des tribunaux. Elle les justifie. Mais que se passe-t-il quand cette confiance envers les institutions chavire? Chez nos voisins américains, la récupération politique du phénomène de désinformation et la méfiance envers les médias auraient contribué en 2021 à l'assaut contre le Capitole par des citoyens en colère. Plus près de chez nous, le mouvement des camionneurs s'opposant aux mesures sanitaires était un désaveu clair de l'autorité de l'État. Une question s'impose. Avons-nous perdu confiance en nos institutions? Alors, vaste question, Normand. Je pense qu'avant de donner la parole à tous, je vais vous la donner en vous demandant de quelles institutions on parle. Je pense que c'est important de le répéter et de bien comprendre aussi le concept de confiance. Ce concept-là est intéressant, puis c'est un concept comme ceux qui fascinent les philosophes depuis Socrate. C'est-à-dire qu'on l'utilise couramment, mais on aurait du mal à définir précisément ce qu'on entend par lui. Alors, faisons comme Socrate, prenons des exemples de confiance, accordée ou non. Je me suis levé à 7 heures du matin, j'avais confiance que mon réveil matin allait me réveiller. J'ai pris un café, c'est un café équitable, j'ai confiance ou non que c'est véritablement un café équitable que j'ai acheté. Je m'en vais au garage chercher ma voiture qui a été réparée et j'ai confiance que le garagiste a bien réparé ma voiture et que je paie pour la réparation qu'il a faite. J'arrête à la pharmacie pour remplir ce que le médecin a recommandé que je prenne, les prescriptions. J'ai confiance que mon médecin a fait une bonne prescription et que le pharmacien me donne effectivement le bon produit. Dans la voiture aux nouvelles, j'apprends qu'il y a un séisme à tel endroit dans le monde. J'ai donné de l'argent à un organisme qui vient en aide dans ces cas-là et j'ai confiance qu'effectivement, on va venir en aide à ces cas-là. Quelles sont les conditions nécessaires et suffisantes pour la confiance? Mais les philosophes qui ont réfléchi là-dessus en donnent deux. La première, c'est qu'on pense que la personne, l'entité, même l'objet dont on parle, possède les savoirs, les compétences, les habiletés pour accomplir ce qu'elle prétend accomplir. Mais c'est pas suffisant. Il faut aussi qu'on pense que cette personne, cette entité, cet objet, ne veuille pas nous tromper. Parce qu'elle pourrait avoir les compétences, mais vouloir nous tromper. Mon médecin pourrait s'appeler Mengele, il pourrait vouloir ma mort. Donc, ces deux conditions-là doivent être réunies. Et on accorde sa confiance à des institutions, par exemple, de système politique, juridique, économique, les médias, le monde académique, dans la mesure où ces conditions sont remplies. Puis il va de soi aussi que ces conditions peuvent être plus ou moins remplies. Et c'est là qu'on accordera plus ou moins notre confiance. Et notre confiance sera plus ou moins grande, parfois circonstancielle, provisoire, mais elle sera toujours, on l'espère, critique, dans le sens qu'elle ne sera pas une confiance aveugle et qu'on accordera parce qu'elle mérite qu'on l'accorde. Voilà ce que les philosophes ont à dire sur la confiance. C'est pas rien, hein? C'est énorme. On a beaucoup de pain sur la planche. J'ai envie de commencer par vous. Pourquoi est-ce que c'est important, cette confiance-là? Pour vous, en fait, pour nous tous? Ben, on n'a pas le choix. En fait, la société n'existerait pas s'il n'y avait pas la confiance. Hein. C'est une espèce de résumé de nos contacts humains. Et on peut pas dire qu'une société peut exister sans la confiance. Dans certaines sociétés, il y a plus de confiance à certaines institutions qu'à d'autres.
en gros. Et on peut penser que ça se balance, c'est-à-dire que dans à peu près... Moi, j'ai regardé pour 142 pays sur 20 ans, là. Dans presque tous les pays, la confiance dans l'Église a baissé. OK? Elle était la plus haute dans à peu près tous les pays. Elle a baissé dans presque tous les pays. Sur combien d'années? Sur 20 ans. Il y a des continents où la confiance est en général plus basse. Amérique latine, et des continents où elle est généralement plus élevée, l'Afrique, l'Asie. Ah, intéressant. Comment vous expliquez ça rapidement? Bien, là, on est en train de travailler. Là, vous allez me dire, ça prend 2 heures à l'expliquer. Mais il y a la question... Ce qu'on sait, par exemple, c'est il y a une relation entre la démocratie et la confiance. Donc, plus les pays sont démocratiques, moins les gens ont confiance dans les institutions. Moins les gens ont confiance dans les institutions. Oui. Sauf 2 institutions qui ressortent, où là, il y a plus de confiance dans les pays démocratiques, c'est la police, les élections. Donc, c'est un peu comme si on disait que dans les pays démocratiques, on a confiance aux élections, mais on n'a pas confiance dans le résultat des élections, qui est les gouvernements, parce qu'on a moins confiance dans nos gouvernements. Donc, il faut... puis, bon, il y a plusieurs... il peut y avoir plusieurs hypothèses d'explication, mais une d'entre elles, c'est le fait que dans les pays plus démocratiques, c'est extrêmement rare maintenant que le gouvernement est élu par une majorité des citoyens. Donc, déjà, si tu n'as pas élu le gouvernement, on s'attend à ce que tu sois cohérent puis tu aies moins confiance dans le gouvernement. On reparlera de tout ça un peu plus tard. Je veux entendre, messieurs, Monsieur Quirillon, pourquoi c'est important pour vous? Bien, très important, un peu comme ça a été mentionné, s'assurer qu'on a confiance en les membres de notre famille, confiance en nos concitoyens, confiance en nos gouvernements, confiance, on l'a vu beaucoup avec la pandémie, confiance aux scientifiques, et que les scientifiques vont donner des avis au gouvernement qui vont leur permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Et là, on a vu, c'était pas simple, parce qu'on avait un nouveau virus qu'on ne connaissait pas du tout. On partait de zéro. Donc, on a eu des allers-retours. Est-ce que le masque, pas de masque, les vaccins, la qualité des vaccins... Ça aide pas, là, les allers-retours. C'est sûr que ça n'a pas aidé. Et je pense qu'ici, ce qui est très important pour nous, comme scientifiques ou comme professeurs d'université, c'est d'être très honnête, de dire oui, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on ne connaît pas, et essayer de parler davantage de la méthode scientifique, pas nécessairement du résultat du jour. Faire comprendre un peu mieux à nos élus, à nos concitoyens, comment on bâtit l'argumentaire de la science. Oui, c'est un processus, en fait. Un processus sur du long terme. Oui, évidemment, on va reparler de la pandémie. Jeff, vous vous intéressez aux médias, surtout. À quel point c'est important pour vous, cette confiance-là envers l'institution Parlons des médias, oui. Bien, c'est fondamental au métier de journaliste. C'est une relation de confiance avec le public. Donc, quand cette relation de confiance-là, elle est ébranlée, ça fait en sorte que notre travail est plus difficile. Ça crée non seulement de la confusion, mais aussi de la polarisation dans la société. Parce que si des gens disent « je fais plus confiance aux médias d'information, je vais aller m'informer ailleurs », des fois, ce sont des sources d'information qui ne sont pas dignes de confiance, ironiquement. Et c'est ça, ça sème la zizanie. Puis, à titre personnel aussi, un certain niveau de perte de confiance envers les médias, ça anime l'animosité envers les journalistes. On vit personnellement, je suis vraiment pas le seul, là, mais sur les réseaux sociaux surtout, les attaques personnelles, les menaces de mort. Les journalistes qui sont sur le terrain, qui couvrent des manifestations aussi, font l'objet d'attaques ou d'insultes, ils se font cracher dessus. Mais donc, c'est du jamais vu, ça. Moi, je me souviens pas d'avoir vu ça de mon vivant. Vous me direz que j'ai pas 200 ans, mais c'est quand même de cracher sur des journalistes ou de remettre constamment leurs paroles en question. Je suis pas historien, je veux pas me prononcer là-dessus. Vous avez raison que c'est du jamais vu sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux n'existaient pas. Aussi, c'est vrai. Donc, c'est une révolution qui existe depuis le début des années 2000, je dirais. On est en terrain inconnu. On sait pas, on n'a pas de modèle comment est-ce qu'on gère une société qui possède les réseaux sociaux qui permettent à n'importe qui d'aller atteindre des centaines de milliers de gens avec un clic. On n'a pas
il n'y a pas de précédent, donc il n'y a rien sur quoi on peut se baser pour savoir comment on gère ça. Donc, on vit dans une immense expérience scientifique en ce moment. Ah, on est comme des rats de laboratoire, c'est formidable. Est-ce que, Claire, vous avez d'autres exemples d'institutions pour lesquelles on aurait une perte de confiance assez claire? Perte de confiance légère, la police, le système judiciaire. Récemment. Ouais. Et récent, d'ailleurs. Mais on s'entend, là, on parle de la police au Canada, là, on parle juste le Canada. Au Canada, c'était à 80 %, ça descendait à 68 Okay. Donc, on est quand même dans les hautes sphères. Une institution qui est dans la cave partout dans le monde, les partis politiques. C'est vraiment... là, on est à 20 % de confiance, là. C'est oui. vraiment... Et c'est généralisé. C'est généralisé. On est à 20 % de confiance au Canada et ça bouge pas. Les syndicats, c'est pas très fort non plus. Ah oui. Moi, quand j'essayais d'interpréter ça, il y a peu de gens qui travaillent sur la confiance spécifiquement dans ces institutions-là. Les institutions qui sont des institutions de conflit. Les gens n'ont pas confiance, c'est un peu comme si ils interprétaient tout ce que ces institutions-là disent comme étant dans le cadre de leur lutte, dans le fond. Oui, mais pourquoi, selon vous? C'est l'époque? Bien, c'est pas l'époque, parce que ça a toujours été comme ça, mais si on regarde la confiance dans toutes les institutions politiques entre 70, dans le cas du Canada, et 2008, une baisse, mais là, une baisse toute l'époque des discussions constitutionnelles, jusqu'à un creux complet au référendum de 95. Et ensuite, après le référendum de 95, ça a commencé à remonter, ça a remonté au niveau où c'était dans les années 70. C'est un peu comme si les gens disaient, OK, je fais confiance à ces institutions-là parce qu'elles sont supposées faire la job. OK? Régler les conflits, négocier, s'entendre. Mais quand les institutions ne font pas ça, les gens perdent confiance parce que c'est un peu, dans le fond, comme si les gens croyaient à la démocratie représentative. Je t'élis, là, fais la job. Tu sais, Et j'ai envie de vous demander, les chercheurs, la science, les chercheurs... on n'a pas de données sur la En général, ça a baissé un peu, mais ça reste quand même très élevé. Au niveau des chercheurs, côté des universités. On a la confiance dans les médias, par contre, là, qui est au milieu, en général, dans l'ensemble des institutions, qui a augmenté un peu dernièrement dans le cas du Canada. Là. Le dernier, les données dont je parle là, viennent du World Value Survey. Là, et qui sont récentes. Qui sont faites, oui, ces enquêtes-là sont faites à tous les 5 ans. Merci. Là, je pense que ce qui va nous intéresser, c'est les facteurs. On en a parlé un peu, mais quels seraient les facteurs qui contribueraient à cette perte de confiance? On regarde. Bon an, mal an, certaines institutions gardent la cote auprès de la population. D'autres sont davantage la cible de critiques. Où se situent les médias traditionnels dans l'échelle de la confiance? Croyons-nous aujourd'hui davantage ce qu'on lit dans les médias sociaux? Pour les adeptes des mouvements anti-vaccins et anti-sciences, l'avis des experts est souvent perçu comme mensonger. Les scientifiques ont-ils perdu leur crédibilité? Quels sont donc les facteurs qui conduisent à une perte de confiance envers nos institutions? Alors, Normand, oui, grande question. Parlons-en de ces facteurs qui pourraient contribuer à la perte de confiance. C'est une très, très vaste question et je ne prétends pas la résoudre ici, mais je vais donner 4 facteurs qui me semblent importants et bien réels pour les cas où il y a effectivement perte de confiance, parce qu'il y a des cas où il y a perte de confiance. Je dirais d'abord que le manque de connaissances sur certains sujets est alors ce qui a fait qu'on désapprouve spontanément ce qui heurte nos convictions, nos opinions habituelles. Tout proche de ça, il y a aussi, c'est documenté, c'est aussi un excès de confiance en soi. Souvent, quand on connaît peu de choses sur un sujet, qui amène un manque de confiance envers les experts ou les gens qui se prononcent. Un troisième facteur qui me semble indéniable, c'est les médias sociaux, les effets de bulle qu'ils produisent et qui conduisent parfois au complotisme ou à l'adhésion à des idées qui sont manifestement fausses. Et il y a aussi le cas plus subtil où il y a des cas avérés où une institution, par exemple, nous a trompés.
Et là, on a eu raison de ne pas avoir confiance. Mais on généralise ensuite à l'ensemble des cas. Et à ce moment-là, on commet une erreur de généralisation hâtive. Voilà 4 facteurs qui, me semblent, jouent un rôle pour expliquer la perte de confiance lorsqu'elle est avérée, lorsqu'elle est réelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je pense que vous hochez tous de la tête. En avez-vous d'autres? Madame Durand, je vous donne la parole. Allez-y. Moi, je pense que les gens ont confiance quand ils se sentent représentés. Et ils se sentent pas toujours représentés dans les médias, ils se sentent pas toujours représentés par les politiciens, ils se sentent... Et ça, c'est très dangereux. On a vu, par exemple, toute l'époque de Trump, où, si on prend les médias du Québec, par exemple, une position pro-Trump n'était pas admise. On pourrait dire ça comme ça. Mais à un moment donné, en tout cas comme scientifique, on doit se demander, oui, mais il y a 50 % de la population des États-Unis qui vote pour Trump. Il doit y avoir une raison. Alors, je pense que notre rôle, c'est de dire que ces gens-là se sentent représentés, qu'on comprenne pourquoi eux veulent voter pour Trump, qu'on comprenne pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner, qu'on comprenne... Parce que si c'est la pensée unique, il y a une seule attitude possible, il y a une seule opinion possible sur tel sujet, bien là, les gens qui ne sont pas de cette opinion-là pour toutes sortes de raisons, ils n'ont pas le choix, ils ne sont pas représentés dans le mainstream, donc ils doivent aller en dehors du mainstream. Et on s'antagonise, évidemment, oui, c'est ça. Ce qui est arrivé beaucoup avec les réseaux sociaux, là, c'est que si on ne se sent pas représenté globalement dans ce qu'on lit dans les journaux ou à la télé, on va sur les réseaux sociaux et on va toujours trouver quelqu'un qui pense un peu la même chose que toi, là. Fait que ça fait un peu des extrêmes et on comprend mal, très souvent, comment fonctionnent les réseaux sociaux aussi, là. Donc, je pense que ça, au Québec, au Canada aussi, on devrait informer dès le primaire, je dirais, comment ça se construit, comment l'information se construit sur les réseaux sociaux, la validation ou non par les algorithmes, parce qu'on devient dans une bulle et on ne se pose plus de questions à ce moment-là. Là. C'est toujours de développer notre pensée critique dès le plus jeune âge. Mais j'ai envie de vous demander, pendant la pandémie, tout ce mouvement anti-vax, anti-mesures sanitaires, c'est une représentation très forte, selon moi, d'un désaveu envers les scientifiques. Comment vous avez pris ça, vous? Oui, je pense que globalement, encore une fois, on expliquait mal comment on bâtit, comment on construit la science. Et au point de départ, on ne savait pas vraiment le vaccin. C'est 1 mètre, c'est 2 mètres, c'est 3 mètres. On ne savait pas trop. Il y a eu des allers-retours et des fois des allers-retours qui n'étaient pas basés sur la science, je dois dire, là, mais plutôt des décisions politiques. On n'avait pas assez de masques, par exemple. On n'avait pas assez de vaccins pour donner une 2e dose. Mais ça, on aurait dû l'expliquer. Je pense que d'être transparent, ça aide toujours. Et encore une fois, de peut-être mieux aussi essayer de dialoguer avec les gens qui ne sont pas de notre avis ou qui pensent non, ça n'existe pas vraiment, ce virus-là, plutôt que de dire d'entrée de jeu, on leur dit non, vous, on vous ignore parce que vous n'êtes pas assez intelligent. C'est jamais bon de faire ça. Vous, comme scientifique en chef du Québec, vous êtes une institution sur 2 pattes, finalement. Vous représentez la science. Est-ce que, personnellement, vous avez été une cible? Oui, je dois dire que 90 % des interactions qu'on a eues avec le public ont été très positives. Et les gens étaient très curieux, voulaient en savoir plus. Et c'est toujours très confortant de ce côté-là. Là. Mais c'est certain qu'il y a, surtout avec les réseaux sociaux, il y en avait qui nous attaquaient, disaient non, tu sais pas de quoi tu parles, etc., etc. Moi, je dois dire que je lisais un peu moins, ce qui était très négatif, là, parce que sinon, on deviendrait déprimé assez rapidement. Mais encore là, je reviens sur l'aspect de littératie. Et vraiment, on va être obligé de post-pandémie, de réfléchir à ça. Comment améliorer notre système d'éducation en termes de littératie par rapport aux réseaux sociaux? Et aussi comment contacter les plus jeunes aussi, là, parce qu'il y a je dirais, là, entre 15 et 25-30 ans, souvent, ils ne regardent pas la télévision, ne lisent pas les journaux, etc., etc. Donc, les sources d'information, c'était les réseaux sociaux. Donc, de bien comprendre comment ça fonctionne, ces algorithmes-là. Je pense qu'on va être obligé d'y mettre de l'énergie là-dedans dans les années à venir. Jeff, j'ai envie de vous entendre aussi, bien sûr. Oui, bien moi, ce qui me fascine, c'est la tendance, au cours des dernières décennies, à utiliser l'Internet pour contourner les institutions puis inventer des solutions de rechange. Puis c'est ce qu'on voit avec les médias, mais pas juste les médias. Par exemple,
nombre grandissant de gens ou un grand nombre de personnes qui ne font pas confiance au système financier puis sont en train de créer un système financier parallèle avec la crypto-monnaie, par exemple. L'Internet permet de contourner des institutions et d'en rebâtir des copies parallèles, disons. Les solutions de rechange, là, vraiment, oui. Et Mme Durand, vous parliez du manque de représentation pour certains dans les médias. Bien, si une personne regarde le discours médiatique, ne se voit pas là-dedans, les journalistes qui sont des personnes généralement éduquées, qui parlent avec un certain niveau de langage, disons. Les journalistes ne parlent pas comme les gens dans la vie de tous les jours. On soigne notre langage, on prépare un topo qui est monté. Ils peuvent créer des médias alternatifs avec les réseaux sociaux qui leur ressemblent plus. Donc, c'est de là que ça vient. Puis selon moi, la mode de la personne qui se filme dans son auto, par exemple, pour des gens, voir quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un qui lui ressemble, qui parle comme moi, qui dit des choses avec un certain franc-parler qui sont peut-être pas admissibles à la télévision, mais sur Facebook ou sur TikTok, tu peux te filmer et dire quasiment n'importe quoi. Donc, une des choses qui va marquer notre époque, c'est vraiment l'effet que l'Internet, puis plus largement l'accès aux réseaux sociaux, de pouvoir contourner ces institutions-là. Puis là, c'est la question de l'œuf et la poule. Est-ce qu'on ne fait pas confiance aux institutions, donc on crée des solutions de rechange, ou est-ce que le fait que des solutions de rechange existent fait en sorte qu'on n'a plus besoin de faire autant confiance aux institutions qui existent? Mais j'ai envie juste de rebondir là-dessus. Vous avez dû voir le sondage Moi, j'ai vraiment été étonnée du chiffre de 56 % de Québécois qui pensent que les journalistes cherchent systématiquement à les tromper en diffusant de fausses nouvelles. Alors, c'est plus qu'un Québécois sur deux. Comment est-ce qu'on explique ça? Écoutez, je suis pas chercheur, mais je peux vous dire de façon anecdotique, j'observe beaucoup les gens sur les réseaux sociaux, leur comportement sur les réseaux sociaux et leur rapport à l'information. Je peux vous dire que les gens qui crient le plus fort que tous les médias sont menteurs partagent des articles de médias en leur faisant confiance. On peut voir des figures complotistes qui disent que les journalistes, là, leur seul but dans la vie, c'est de mentir aux gens, mais quand un article de Radio-Canada fait leur affaire, partagent l'article sans même broncher, en prenant ça comme une source d'information fiable. Il y a des médias alternatifs qui se sont bâtis un peu partout en Amérique du Nord. Faites l'exercice, allez sur ces sites-là, faites une recherche pour selon ou d'après. Vous allez voir que les sources d'information qui sont citées dans ces sites-là, très souvent, sont des médias d'information. Donc, ils disent, d'une part, il ne faut pas faire confiance aux médias, écoutez-les pas, écoutez-nous à la place. Quand tu regardes, quand tu creuses, puis tu vas voir c'est quoi la source d'information qui est citée, on s'attendrait, si les journalistes sont foncièrement menteurs, on s'attendrait qu'il n'y ait aucune source médiatique qui soit citée dans ces forums-là. C'est ça, ça serait logique. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est ça. Puis plus fondamentalement, on traite les journalistes de menteurs sur certains sujets, mais quand Radio-Canada rapporte qu'il y a eu un accident d'auto sur la 20, il n'y a personne qui crie à la fausse nouvelle. Quand la presse rapporte le score du hockey, personne dit fake news, vous avez inventé des chiffres. C'est sur certains sujets, les sujets les plus polarisants, mais en général, la plupart des articles ne traitent pas de ces sujets-là. C'est ça. Claire, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, bien moi, je vais faire la partie positive des réseaux sociaux. Moi, je suis embarquée sur Twitter. Je suis embarquée. Moi, la pensée unique, c'est pas moi. Je suis embarquée sur Twitter en 2011 et je me suis aperçue qu'il y a un côté ultra démocratique dans Twitter. C'est le contact direct entre le chercheur et les gens. Et par exemple, en 2018, quand les sondages se sont trompés lors de l'élection générale de 2018, j'ai passé 3 soirées juste à répondre à des gens sur Twitter. Et les gens, c'était le militant ordinaire, les gens préoccupés qui disaient « Oui, mais Madame Durand, pourquoi ça? Pourquoi? Pouvez-vous nous expliquer? » Et là, c'est le seul moment où, comme chercheur, je ne suis pas obligée de passer par les médias puis d'attendre la question du journaliste. Je peux directement répondre aux gens. Et donc, je trouve qu'il y a quand même un côté qui est très démocratique. C'est un grand exercice démocratique, Twitter. Si on choisit qui on suit et qui on a envie qu'ils nous suivent aussi. Je vous dirais personnellement que j'ai pris l'option au départ de ne suivre aucun politicien, uniquement des journalistes, des chercheurs, etc. J'ai pas de troll
du tout sur mon compte. On en a peu. Moi aussi, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, c'est environ un 10 là. Pendant la pandémie, il y en a eu plus. C'est pas mon expérience personnelle, malheureusement. Je veux dire, c'est presque scandalisant d'entendre certaines choses, mais il faut quand même prendre ça avec un certain recul et une grande respiration. Normand, vous vouliez dire? Oui, je voulais revenir un peu sur des choses qui ont été dites et qui me semblent tout à fait justes, mais qui me ramènent à ce que je disais au début. La confiance, une des composantes de la confiance, c'est de penser que la personne, l'entité, a les compétences, les savoirs pour faire ce qu'elle fait. Mais ce savoir-là, il n'est pas dogmatique. Il se construit. Il peut être remis en question. C'est exactement ce qui s'est passé avec la COVID, où on ne savait pas vraiment. En science, la vérité est en liberté provisoire. On la cherche, on ne l'a pas exactement. Et ça suppose, de la part de ceux qui accordent leur confiance, une certaine attitude, permettez-moi un mot savant, là, des vertus épistémiques, comme disent les philosophes, là, où on fait attention en disant, là, c'est provisoirement, j'accorde ma confiance. On peut se tromper. Peut-être que ça va être révisé. Peut-être que les gens commettent des erreurs parce qu'ils ont des billets de confirmation. Et là apparaît ce qui a été bien documenté aussi, il me semble, qui est important. On appelle ça l'effet Dunning-Kruger, vous connaissez probablement. C'est que les gens qui savent peu de choses ont très confiance en eux, et les gens qui sont des experts... Et je pense que une des choses importantes à généraliser, à faire en sorte que les gens aient, c'est cette espèce de modestie intellectuelle par laquelle on ne sait pas tout. Les gens à qui j'accorde ma confiance, eux-mêmes, parfois, ne savent pas tout et peuvent se tromper. Et je reviserai mon jugement. Et donc, ma confiance que j'accorde, elle est provisoire et elle est critique. Elle n'est jamais aveugle. Si elle est aveugle, c'est une erreur. Tout à fait d'accord. Oui. Et je dois dire que c'est vrai pour nos concitoyens et concitoyennes, mais aussi au niveau des élus. Là. Lorsque je discutais avec des élus, souvent, ils n'ont pas beaucoup de connaissances de la méthode scientifique, comment fonctionne la science. Lorsqu'on arrive, on dit... On pense, on suggère, et là, 2-3 semaines plus tard, on revient avec quelque chose d'autre. Mais pourquoi? Comment ça? Donc, je pense que de ce côté-là, au niveau des élus aussi, ils ont mieux compris la science. En fait, c'est faire part d'une grande humilité, toujours. Je pense que c'est la base, puis c'est important pour tout, en fait. J'ai envie de vous entendre sur le cynisme ambiant. Quand on voit la mort de George Floyd, les cibles climatiques qui sont jamais atteintes, le verdict de non-culpabilité de plusieurs, dont, Gilbert Rozon, pour ne nommer que lui, comment est-ce que le commun des mortels peut faire confiance, ou vraiment une confiance aveugle envers les institutions? C'est pas simple, vraiment. Moi, je me pose ces questions-là, puis j'imagine que beaucoup de gens se posent les mêmes questions quand on voit ce qui se passe. Et c'est une bonne question. C'est un peu déprimant, hein? Je vous l'accorde. Ça présuppose que nous-mêmes, on n'a pas un certain cynisme aussi. Ben, c'est ça, c'est ça. Il faut être... ouais. Écoute, on vit dans une époque qui est particulière. Comme je disais en début d'émission, on est en terrain inconnu. Puis on ne sait pas où est-ce que ça s'en va. Je pense qu'il y a aussi une tendance à toutes les générations de penser que c'est la pire époque qui a jamais eu lieu. Cela étant dit, c'est quand même assez difficile à voir ça aller, d'avoir la fracture au sein des sociétés. Vous baignez là-dedans tous les jours, c'est constamment. Ça, une chose. Il y a un biais de confirmation là, parce que, étant donné les phénomènes que moi j'observe personnellement, il n'y a pas grand-chose de positif là-dedans. Depuis que j'ai commencé à couvrir la désinformation est pire, plus répandue sur les réseaux sociaux. Donc, pour essayer de me sortir de mon biais de confirmation, il y a une minorité très bruyante sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens extrêmement mobilisés qui passent leur journée à publier sur les réseaux sociaux. Ça ne représente pas le citoyen moyen. Il y a bien des gens qui se lèvent le matin, regardent 2-3 articles, disent « Ah, cool, je suis informé. » Puis ça, on ne les voit pas, ces messages-là. Il n'y a personne qui m'écrit, ou très rarement, pour me dire « Votre article est intéressant. » C'est tout. Oui. On entend juste cette minorité bruyante. On les voit moins. On en reçoit quand même beaucoup. Moi, j'ai beaucoup du positif aussi, quand même. Et puis, peut-être je relis le positif 10 fois, le message. Mais aussi, je pense qu'on doit essayer de comprendre un peu mieux le phénomène de la désinformation. Ça, on doit faire de la recherche un peu là-dessus pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés, les extrêmes, que ce soit à gauche ou à droite. Là, c'est très important. Je pense qu'on ne fait pas assez. Quand on est dans des conflits, je pense que ou dans des élections, c'est encore pire, parce que là, il y a vraiment plein d'informations qui arrivent de deux côtés. Puis qu'est-ce qui est de la désinformation d'un côté et de l'autre?
Moi, j'ai tendance à penser qu'il y a de la désinformation des deux côtés. Là. Bien, c'est ça, c'est que le vocabulaire pour parler de ces choses-là évolue. J'utilise plus l'expression fausse nouvelle, fake news, depuis des années parce que ça a été... le sens a été tordu, mais même désinformation... certaines personnes pensent qu'on devrait peut-être utiliser d'autres expressions. Désinformation, c'est intentionnel. Il y a aussi la mésinformation, qui est une erreur non intentionnelle. La malinformation, qui est quelque chose qui est vrai, mais pris hors contexte. Par exemple, un article d'il y a 2 ans peut désinformer quelqu'un si on le partage aujourd'hui, comme en disant que ça s'est passé aujourd'hui. Mais là, est-ce que la population nous suit quand... Si je me mets à parler de mésinformation, de malinformation, il y a certainement de l'éducation à faire de ce côté-là. Mais c'est un phénomène que je pense que tout le monde comprend que ça existe de plus en plus. Il y a une sensibilisation. Puis le vocabulaire va se développer aussi, non seulement chez les chercheurs, mais dans la population, je pense. Mais on parlait des biais aussi. Et ça s'est passé aussi beaucoup avec la COVID, donner toute l'information. Et on va avoir tendance, dans des situations difficiles, à cacher une partie de l'information qui aurait tendance à semer le doute. Et ça, moi, je pense que c'est assez dangereux. Et c'est une des choses qui peut amener les gens à être plus méfiants. On ne veut pas que les gens aient une confiance aveugle. On veut que les gens aient une confiance éclairée. Et une pensée critique. Une pensée critique et qu'ils puissent sous-peser les informations. Et si on leur donne juste une information, bien, à un moment donné, ils trouvent l'autre quelque part, puis ils disent « Ah, tout à coup, ça serait ça, la vérité. » Ou ça me convient davantage. Ou ça me convient davantage. Bien, on va en parler justement dans notre prochain bloc. Comment faire pour restaurer la confiance en nos institutions? Quand la confiance des citoyens envers les institutions a été érodée, est-il possible de la restaurer? Si oui, comment faire? Serait-ce par l'éducation? Les représentants de ces institutions devraient-ils être plus présents sur la place publique? Faudrait-il imposer des pénalités à ceux qui propagent de fausses idées qui finissent par miner notre démocratie? Comment faire pour que les citoyens se reconnaissent dans les institutions et leurs représentants? Plusieurs solutions concrètes sont à explorer. Normand, pour restaurer cette confiance, je sens que vous allez nous parler d'éducation. Bien évidemment, c'est ça. Incontournable. La confiance, c'est une certaine attitude entre l'adhésion inconditionnelle puis le rejet absolu. Donc, c'est une attitude un peu critique. Et ça débouche sur la participation à la conversation démocratique. Je pense que l'éducation joue un rôle central pour préparer à tout ça. Je vais donner 2 exemples. L'éducation devrait donner à chacun une culture générale, mais aussi de nos jours, je défends ça depuis très longtemps, une culture scientifique de base et une culture du fonctionnement même de la science pour comprendre comment cette institution-là fonctionne, comment elle parvient à avancer des choses, comment, comme je le disais tout à l'heure, en science, la vérité est toujours en liberté surveillée, on peut remettre en question des choses. Ça me semblerait important de comprendre ça. Mais je pense aussi que l'éducation devrait développer chez les gens ce que j'appelle des vertus épistémiques, des capacités à prendre part à la conversation démocratique avec une certaine ouverture à autrui, en considérant que des gens peuvent penser autre chose que nous, l'écoute, le souci d'apprendre des choses. Tout cela est important, notamment à l'heure des médias sociaux. Je pense qu'il y a un rôle important ici de l'éducation à la citoyenneté que l'école peut fournir pour préparer un citoyen capable d'exercer sa confiance de manière correcte. Je pense que ces choses que je viens de nommer valent aussi pour les institutions. Et moi, j'aime beaucoup que les institutions incarnent, réalisent, mettent en œuvre ces mêmes vertus puis ces mêmes savoirs-là. Et pour moi, il y a quelque chose de très important dans l'autorégulation des institutions. Et c'est pourquoi, personnellement, j'accorde une grande importance à un scientifique en chef, par exemple, qui joue un peu ce rôle-là, ou à l'ombudsman de Radio-Canada, ou à l'ombudsman d'une université, où on peut porter plainte, mais aussi voir s'incarner et se réviser des actions qui ont été prises, des prises de position qui ont été faites, de manière à accroître la confiance du public qui se rend compte que l'institution est, elle aussi, capable de se penser de manière critique et de se réformer. Ce ne sont que 3 idées, mais je pense qu'elles fournissent la base d'une discussion. On ne peut pas être contre ça, des garde-fous. Voilà, effectivement. Non, mais c'est vrai, je vous vois tous hocher de la tête. Jeff, comment est-ce qu'on pourrait créer un climat social, un contexte où on aurait davantage confiance en nos institutions? Une grande question. Je n'affirme pas détenir la solution à tout. Je peux parler de l'aspect des réseaux sociaux parce que c'est mon expertise. Il y a potentiellement, dans l'avenir, un certain backlash
contre l'état actuel des réseaux sociaux. Puis on le voit chez les plus jeunes. Les plus jeunes, quand on fait des visites dans les classes et on leur demande qui utilise Facebook, à peu près personne, Twitter, personne. Ils sont plus sur d'autres plateformes. Mais il y a peut-être un aspect générationnel aussi. Puis là, ça sera à voir, mais les générations souvent se rebellent contre ce que leurs parents faisaient. Si leurs parents sont du genre à mener la guerre sur les réseaux sociaux, peut-être que les jeunes vont se dire « je veux pas être comme ça, je lâche les réseaux sociaux ». C'est peut-être... c'est quand même une possibilité que les sociétés revoient leur apport aux réseaux sociaux en se disant « ben regarde, c'est peut-être pas super bon de passer nos journées là-dessus. Puis avec tous les problèmes qui en découlent, là, pas juste la polarisation, mais la collecte de données, bon, les problèmes sont multiples. Donc, peut-être qu'en effet, une combinaison de changements générationnels, mais aussi de sensibilisation et d'éducation. Les réseaux sociaux, c'est un phénomène qui est récent, qui est nouveau. Faut apprendre à vivre avec ça de façon saine. Est-ce que c'est possible de vivre avec ça de façon saine? La question se pose, mais regardez les taux de tabagisme chez les jeunes qui sont en dedans d'une génération, ont piqué du nez. C'est possible d'effectuer des changements sociaux majeurs qui, au moment où on les entend, ont l'air pas réalistes. Je suis certain que si on retournait dans le passé à quelqu'un il y a 50 ans, dire, ben dans 50 ans, tout le monde va trier leurs poubelles en 3 différents bacs, on dirait, ben non, c'est bien trop compliqué. Puis aujourd'hui, c'est un automatisme. Presque tout le monde le fait. Donc, des changements de comportements sociaux à grande échelle, c'est possible. Il faut garder ça en tête. Bien, je trouve que on a l'air un peu anti-progrès social. Et puis, moi, la première, quand je regarde des jeunes, mes neveux, tout ça, là, ils sont sur leur réseau et tout, mais à un moment donné, on va dans un zoo, espace pour la vie, des choses comme ça, puis là, ils commencent à te raconter que oui, tel animal, telle et telle chose, parce que j'écoute le professeur un tel sur tel réseau, etc. Et ils vont chercher énormément d'informations sur leurs écrans. Ça, c'est le premier point. Mon deuxième point, c'est... Hey, je trouve que la science, c'est quasiment Dieu, là. Dans le sens que ça le dos... La science n'est pas rendue au niveau où on la propose à la population. Moi, je travaille avec des statistiques. On peut les utiliser de diverses manières. Et il y a la science, puis il y a les porteurs de la science, qui sont les scientifiques, qui ont aussi une responsabilité, qui la prennent pas toujours, parce que ça demande énormément d'éthique. Être un scientifique sur la place publique, ça veut dire ne pas se prononcer sur des choses que l'on ne connaît pas, ça veut dire de toujours mettre les deux point de vue sur quelque chose. Alors, si on fait pas ça, puis on dit aux gens, bon, la science, et on a eu beaucoup ça dans la pandémie, c'est la science. Ça serait très naïf de dire ça, puis j'aimerais ça entendre le scientifique en chef réagir. Non, mais c'est parce que doit être imparfait, c'est ça. Il y a aussi ce que vous n'avez pas nommé, mais que je tiens à nommer, les menaces internes à la science. Par exemple, en ce moment, on vit dans une période de l'histoire des sciences où il y a des recherches subventionnées par le privé qui peuvent avoir des effets, qu'on parvient à des résultats qui ne sont pas dévoilés parce que la recherche privée a été subventionnée par une entreprise qui ne veut pas qu'on les connaisse. Il existe en ce moment une chose qu'on appelle des revues prédatrices, vous connaissez en science, et c'est un drame pour le fonctionnement de la science. Alors, qu'est-ce que c'est les revues prédatrices, rapidement? Les revues prédatrices, ce sont normalement en science, les gens publient et il y a un comité scientifique qui évalue les articles avant de les publier. Les revues prédatrices, contre un certain montant que tu donnes, publient ton article, même s'il contient des grosses erreurs. Alors, la science est menacée de toutes sortes de manières, ça c'est important de le dire, mais je pense qu'une perspective critique sur la science doit prendre tout ça en compte. Et je serais curieux de vous entendre. Oui, je pense qu'il faut être faut être honnête, il faut être humble. Lorsqu'on parle de science et nos résultats, on dit oui, c'est ce qu'on sait maintenant, c'est ce qu'on ne sait pas. Ça va peut-être changer dans 2-3 mois, 2-3 années. Aussi, les experts, un chercheur ou un professeur d'université, ça a un impact quand même dans la société. Là. Si on signe professeur d'université X, puis on parle du sujet qu'on connaît en profondeur, ça va. Mais si on se permet de faire des commentaires sur à peu près tout, là, finalement, on déforme. Mais moi, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux extrémistes, peut-être sur les réseaux sociaux,
pour moi, encore, oui, des fois, c'est difficile, mais je pense que le dialogue, c'est absolument essentiel. On ne doit pas fermer puis dire non, nous, on ne leur parle pas, on ne leur parle plus. De garder le dialogue ouvert, je pense que c'est absolument essentiel. C'est difficile, il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres, mais je pense qu'il faut continuer à le faire. Et pour les jeunes, moi, je suis assez d'accord avec ce que tu disais, Claire. Oui, certains ne vont peut-être pas être surexposés aux écrans, mais en même temps, j'ai l'impression souvent qu'ils ont quelques neurones de plus que moi. Là. Ils ont des neurones numériques que moi, j'ai pas, là, qui savent utiliser ça de façon à bon escient aussi. Oui. Là. Fait que ça, je pense qu'il faut voir, peut-être il y a beaucoup de recherches encore à faire de ce côté-là. Vraiment les impacts à court, moyen, long terme d'exposition très, très tôt, mais aussi, encore une fois, pour certains aussi que les adultes se déconnectent aussi un peu, par des fois, c'est d'imposer des pénalités à ceux qui propagent les fausses nouvelles. Là, ça va mal. Ça marche pas. Claire, je sais que vous ne serez pas d'accord avec ça. Non, mais on me pose souvent la question. Oui. À savoir pourquoi est-ce que c'est légal de mentir aux gens puis de miner la confiance envers le gouvernement, les élections, la science. Bon. Ben oui, mais juste quand on regarde ce qui s'est passé avec Trump aux États-Unis, on disait, mais arrêtez là quelqu'un, mais il y a là une pente extrêmement glissante. L'idée qu'un gouvernement décide ce qui est vrai ou non, peu importe les bonnes intentions, c'est pas une bonne idée. C'est une arme qui peut se revirer contre une population. Aussi, quand on regarde les gouvernements qui ont adopté des lois contre les soi-disant fausses nouvelles, c'est pas des belles démocraties. On parle des Philippines, la Russie avec le conflit en Ukraine aussi. C'est souvent utilisé pour opprimer, pour opprimer la population plutôt que de protéger les institutions. Donc, c'est pas une bonne idée. C'est une pente glissante. Ça, je suis assez ferme là-dessus. Oui. Là. C'est à la population, la société de gérer ensemble le problème de la désinformation. C'est pas une solution qui va être, comme on dit, le top-down, je pense. Tout à fait d'accord. Oui, vous êtes d'accord? Tout à fait d'accord, oui. On est dans la transparence et dans la liberté d'expression. Et c'est ça. Ben, exactement. Mais on n'est pas là-dedans. Le réflexe de censure, il est là, il est présent, il est très prégnant, je dirais, tout le temps. Dès qu'il y a des débats sociaux qui sont forts, il y a un réflexe de censure. On veut faire taire des voix discordantes. Pourquoi on veut faire taire? Pourquoi on n'est pas capable de c'est les rassurant entendre? de dire qu'il y a un point de vue sur quelque chose. Et il faut faire attention, il faut laisser ces voix s'exprimer, puis essayer... Tu sais, on a regardé les anti-vaccins, par exemple, puis tu vois que, oui, il y a des complotistes, il y a des gens qui font carrément de la désinformation, mais il y a des gens qui disent, oui, mais vous voulez injecter quelque chose dans mon corps. C'est un fait. Et dans les lois canadiennes, on a le droit de refuser un traitement. Alors, si quelqu'un dit, moi, mon principe, c'est que je refuse un non-traitement, dans le fond, parce que je suis pas malade. Est-ce que on peut dire que ceci est inacceptable? Non. On peut essayer de convaincre la personne qu'il y a des raisons pour faire telle ou telle chose, mais c'est pas un point de vue inacceptable en soi. C'est parce que je vais faire l'avocat du diable parce que je sens que vous aimez ce rôle. Mais je fais même pas exprès. Non, mais c'est parfait. Les convois des camionneurs. Oui. Pour la liberté. Oui. C'était anti-mesures sanitaires. Ça, est-ce qu'on leur laisse la place? Est-ce qu'on leur laisse toute la place? On a dû les déloger après 3 semaines. Oui, on est dans un pays démocratique et libre, mais à un moment donné, qu'est-ce que vous en pensez, M. Quirion? Mais du côté de la pandémie, de la gestion de la pandémie, et certainement, j'ai été avec des collègues là, assez près de tout ça, dès le début. Je dirais l'erreur qu'on a fait, puis c'est pas juste au Québec, pas juste au Canada, c'est que le groupe d'experts autour des décideurs, des politiciens, est resté à peu près le même. La pandémie a évolué. On aurait dû avoir de plus en plus d'experts en sciences sociales, en sciences humaines autour des tables. Et ça, je l'ai dit à un ministre fédéral, là. Il était pris dans son appartement avec le camionneur en bas. Mais peut-être s'il y avait eu plus d'expertise en sciences sociales, en sciences humaines, autour des tables, il y aurait peut-être dialogué encore une fois. C'est peut-être une question un peu plus de dialogue. Mais les gens qui les avisaient étaient plus des experts en virologie, en santé, des choses comme ça. Donc, d'élargir et évoluer avec une situation. Pas nécessairement garder le même groupe d'experts autour d'une table. C'est intéressant.
Claire? 2 points. Pour ce qui est de la pandémie, on a commencé en disant, quand les vaccins sont arrivés, on a dit on a besoin que 80 de la population soit vaccinée. Puis là, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé tout à coup. C'était non, 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 pas 80 tout le monde. On va faire dans l'obligatoire. Mais c'est un passage, comme dit M. Quirillon, si on avait eu des chercheurs en sciences sociales, on aurait bien vu que s'ils sont arrivés à 95 au Danemark, c'est pas en obligeant. L'autre chose, c'est on doit toujours avoir le réflexe de comprendre. Par exemple, moi, je me suis demandé, à un moment donné, pourquoi Trump a été élu aux États-Unis, 2016. Pourquoi il est élu? Et là, tu cherches. Et c'est pas parce qu'il y a 50 d'Américains qui sont idiots. C'est pas une bonne réponse. Et tu t'aperçois que 80 de la publicité de Trump pendant sa campagne portait sur l'économie et l'emploi, contre 11 de celle de Clinton. Et là, tu fais « Ah, tiens, j'ai comme un début d'explication là. » Et c'est toujours, pour moi, le réflexe, ça doit être comprendre pourquoi cette personne-là pense pas de la même manière que moi. Oui. Et sans commencer par dire « elle a tort », mais pourquoi? Parce que la vérité est probablement quelque part entre les deux. On espère que c'est plus de notre bord, là, mais... Même si elle est totalement de l'autre point de vue, l'argument qu'employait au 19e siècle John Stuart Mill reste extrêmement pertinent, à savoir que tu sais même pas ce que tu penses si tu l'as jamais confronté à quelqu'un qui pense autre chose. Et ça, c'est important pour la conversation démocratique dont je parlais tout à l'heure et pour la confiance. C'est important de confronter son point de vue à d'autres. Je rajoute un petit truc, parce qu'on a parlé de la confiance dans les institutions, qui est que les chercheurs en sciences politiques sont aperçus de plus en plus que les gens c'est pas les gens ont une opinion et donc ils se rangent du côté du politicien qui pense comme eux, mais ils ont confiance à un politicien qui leur dit que voilà, c'est ça qui est la bonne chose et ils se rangent à son opinion. Donc, la direction va plus dans l'autre sens d'une certaine manière. Donc, il y a aussi le rôle, encore là, tantôt, je disais le rôle des scientifiques, mais le rôle des leaders, le rôle des politiciens là-dedans, de bien expliquer les choses, parce qu'ils peuvent jouer un rôle extrêmement dévastateur sur la société, finalement. C'est fascinant, ce concept de confiance. Et il y a tellement de facteurs. On pourrait en parler pendant très longtemps, mais j'ai envie de vous demander, messieurs, s'il y avait une action concrète à faire pour rebâtir la confiance envers nos institutions. Dans vos domaines respectifs, qu'est-ce que ce serait? Monsieur Quirillon. Pour moi, ça reste un peu la même chose que Norma mentionnait beaucoup éducation, beaucoup faire comprendre. Il y a des projets concrets, je crois, qui ont été nous, développés. On veut vraiment engager nos concitoyens. Il y a un programme qu'on appelle Engagement. C'est de la science participative, la science citoyenne. Les propositions de recherche viennent du citoyen. Puis par la suite, nous, on les met en association avec des chercheurs. Puis pour moi, c'est pas le résultat du projet de recherche qui est le plus important dans ce cas-là. C'est vraiment la méthode scientifique. Finalement, on comprend. Et les citoyens au Québec, au Canada, sont très intéressés. Là. On est chanceux de ce côté-là, parce que globalement, ils sont très positifs et intéressés et curieux par la science. Et de ce côté-là, les réseaux sociaux aident aussi. Là. Donc, je pense que tous ces moyens-là, mieux les utiliser, mais augmenter le niveau de la littératie scientifique, très important. Jeff? Pour ma part, oui, c'est ça. L'éducation, la sensibilisation. On sensibilise les gens à avoir des saines habitudes de vie, de ne pas manger des cheeseburgers chaque jour. C'est la base. Il y a façon de sensibiliser les gens à avoir des habitudes plus saines envers l'information, les réseaux sociaux, etc. Pour ce qui est du rôle des médias, il y a la journaliste Catherine Perrin qui m'a déjà posé une bonne question. Puis c'était tant du côté des scientifiques ou des journalistes, est-ce qu'on a peur du doute? Est-ce qu'on a peur d'admettre on ne sait pas? Puis il faut faire preuve d'humilité, je pense, des fois, de dire écoutez, on ne sait pas. C'est difficile à faire dans un contexte de nouvelles continues. Le cycle de nouvelles est maintenant de quelques minutes, à la seconde près sur les réseaux sociaux. C'est toujours... on veut toujours donner... on veut toujours être celui qui a la réponse parce que c'est attirant et que les gens veulent des réponses. Mais de donner des réponses tout croche, c'est probablement pas mieux que de... ça l'est pas mieux que de dire, regarde,
pour le moment, on ne le sait pas. C'est quelque chose qui est difficile quand même à faire, mais c'est sûr que ça fait partie de ça. J'entends beaucoup d'humilité dans tout ça, en fait. On va se rappeler de ça. Et on va se laisser avec une citation de Normand, parce qu'il faut toujours se laisser avec une citation de Normand Baillargeon, sinon notre journée va pas bien. Oui, je l'ai pris cette fois à l'Office de la coopération et du développement économique en 2021, publié un rapport sur la confiance, justement. Et à la fin, on disait ceci. La confiance est le fondement de la légitimité des institutions publiques et du fonctionnement d'un système démocratique. Elle est essentielle au maintien de la participation politique et de la cohésion sociale. Elle comporte, disait-on, 8 composantes. Réactivité, fiabilité, intégrité, ouverture, équité, participation politique, satisfaction et expérience des services publics, évaluation de l'action du gouvernement face aux défis mondiaux, même à long terme. La confiance est importante pour le succès d'un large éventail de politiques publiques qui dépendent de réponses comportementales du public. Par exemple, la confiance du public entraîne un meilleur respect des réglementations du système fiscal. À plus long terme, la confiance est nécessaire pour relever les défis sociétaux tels que le changement climatique, le vieillissement des populations et l'automatisation du travail. Tout ça est bien sage et bien vrai. Merci beaucoup, Normand. Merci à vous 3 d'avoir participé à cette conversation enrichissante. Et merci à vous de nous avoir fait confiance aujourd'hui. On vous dit à très bientôt pour un autre Repenser le monde.